Vous êtes sur Mosaïque. Bonjour à tous, cette semaine c'est la tournée des déglingués. Si vous ne connaissez pas encore cette opération, il s'agit d'une action menée par le CIDEM et la Casque pour vous motiver à apporter vos déchets d'équipements électriques et électroniques dans les points de collecte, c'est-à-dire les lieux de vente de seconde main, Emmaüs ou encore les déchetteries. Des ateliers ludiques et pédagogiques pour tout public vous sont proposés demain, jeudi et vendredi de 9h à midi et de 13h30 à 17h30 en zone piétonne de Sarreguemines. Pas de reportage aujourd'hui sur le recyclage, mais de la politique, de l'économie et du sport. Voici le programme. Au sommaire, aujourd'hui sur Mosaïque, la mobilisation continue pour tenter de sauver la ligne ferroviaire Sarreguemines Beach. Ce week-end, c'était à Vélorail. La politique et la mobilisation en Turquie ne se sont pas invitées à la kermesse de l'association culturelle franco-turque de Sarreguemines. Elle s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Les chiffres du chômage ne sont pas bons, raison de plus pour participer au job dating organisé par le Pôle emploi de Sarreguemines. Les enfants du charbon se lancent dans la pyrotechnie, avec comme professeur l'artificier metteur en scène des commandos percus. Sport sans frontières avec le portrait d'un Pakistanais passionné de pétanque. Pas de frontières non plus pour la moto, la 10e édition du Super Moto s'est déroulée à Saint-Vendel. La Zumba Kazako, il fallait être de la Zumba partie de Sarralbe pour en savoir plus. Enfin, une semaine en Lorraine permet de faire un tour d'horizon de l'actualité de votre région. Vous êtes eu en grand sur Mosaïque. Quand vous entendez le mot pétanque, vous pensez sans doute à Marseille et à une boisson anisée. Mais en réalité, nul besoin d'être un Français du Sud pour aimer la pétanque. Voici un exemple détonnant. Sergi Librarcha, alias Diego Maradona, est un bouliste passionné. Portrait. Wow! Oh, bravo! Hein. Ah ouais, hein? Là, ici, à Sarreguemines, déjà 5 ans que je suis là, il n'y a personne qui connaît mon prénom. On m'appelle que Diego Maradona. Il faut dire que Sergi Librar se présente lui-même sous le nom de Diego. Ce Pakistanais vit en Europe depuis 18 ans. Après avoir vécu à Metz, Nancy et Bruxelles, il s'est installé à Sarreguemines il y a 5 ans pour travailler dans le restaurant indo-pakistanais de son frère. À la fermeture de l'établissement quelques années plus tard, son frère est reparti, lui est resté. Parce que moi, j'ai trouvé travail, j'étais embauché ici dans une usine de céramique de Sarreguemines, là. Et pour ça, j'ai resté ici. Et après, j'ai trouvé des amis. Et là, j'ai l'habitude de Sarreguemines, c'est pour ça. Et en plus, j'ai tombé sur les pétanques, c'est ça qui me laisse pas partir. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la pétanque a joué un rôle prépondérant dans son choix de rester à Sarreguemines. Aujourd'hui, Diego travaille dans un fast-food et il passe la plupart de son temps libre sur l'esplanade du casino à jouer à la pétanque. Une passion qu'il s'est découverte ici. Et moi, je viens tous les jours ici. Et comme ça, avec les joueurs, j'ai devenu un ami. Comme on m'a invité que tu joues, moi je le dis que j'y arrive pas. Mais quand même, on m'a donné les boules. C'est comme ça que j'ai commencé à jouer. Et à force d'entraînement, il commence à battre de temps en temps ses amis et coachs. Des fois, je les battais. Hein. J'ai gagné contre eux, des fois. Même hier, j'ai joué contre les deux personnes. Et ils ont été très anciens. Mais quand même, j'ai gagné. Avec un ami qui, lui aussi, il était comme moi. Il ne joue pas bien, mais quand même, on a gagné. Comme ses amis, il est confronté à la météo de la région, pas toujours propice aux activités en plein air. Des fois, ça nous gêne. Hein. Parce que des fois, on a envie de sortir, qu'on sort de boulot et après, rien à faire. Quand on regarde les temps comme ça, on est dégoûté. Mais là, maintenant, quand je regarde les journaux de chez moi, là, il y a 48 degrés. Hier, j'ai regardé chez moi 48 degrés, les gens sont en train de chaleur. Et oui, au Pakistan, il y a le soleil et la chaleur, mais pas la pétanque. Et c'est bien difficile pour Diego d'expliquer à distance à sa famille et à ses amis restés au pays en quoi consiste la pétanque. Bien sûr, des fois, la première fois quand j'ai joué au concours, j'ai gagné une coupe. Et je les ai montrés par la net et tout, ils sont contents. Mais quand même, ils me demandent c'est quoi comme jeu. Là. Il est maladroit, madame. Voilà. Ouais, bien. On a 2 points. Voici maintenant quelques images d'un sport un peu plus compliqué. C'est l'arrêt sur image proposé par Jean Birkel et Thomas Drouin.
Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. Mosaïque vous présente son image du jour. À la fête du sport, chacun présente son activité, et ce, avec plus ou moins de facilité. Avec le plan autonomie du Crédit Mutuel, vous gardez votre indépendance financière et votre sérénité. Les amis du Gute-Brunne organisent dimanche la traditionnelle fête du lavoir sur le site de l'ancien lavoir de Silsheim. Rendez-vous à partir d'11h, vous pouvez réserver votre repas en vous inscrivant au restaurant Mathias au 03 87 98 49 64. Et l'association espère bien évidemment le beau temps dimanche. C'est plutôt en bonne voie, voici les prévisions de Météo France pour demain. Le printemps, c'est plein de petits bonheurs. Bonjour Julia, bonjour à tous, voici la météo de ce mardi. Des nuages élevés circulent encore dans le ciel mosellan, mais ils se font plus discrets que ce lundi. Ainsi, la journée s'annonce agréable avec des températures qui en profitent pour se radoucir un peu l'après-midi. Les minimales s'échelonnent entre 6 et 8 degrés et les maximales atteignent de 18 à 20 degrés. Pour le reste du pays, ciel mitigé sur la Manche, l'Île-de-France et la Croisette. Par contre, de belles éclaircies sur le centre et l'Aquitaine. Température plus qu'agréable de 10 à 20 degrés pour le nord et de 13 à 23 degrés pour le sud. Mardi 4 juin, nous fêtons les Clotildes. Le soleil se lève à 5h30 pour se coucher à 21h29. Je vous souhaite une agréable journée avec la suite de nos programmes. Publicité. Voyagez en territoire maori au jardin fruitier de Lakenexi du 30 mai au 3 juin. Un événement unique avec 14 spectacles époustouflants au rythme des traditions de Nouvelle-Zélande. Go! C'est la journée de la création, reprise d'entreprise en Moselle-Est, organisée par la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Moselle et la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle. Pour tous ceux qui ont un projet de création, rendez-vous le vendredi 14 juin de 9h à 17h au centre de communication Smart à Ambach. Portes ouvertes samedi 15 et dimanche 16 juin avec le lancement de la nouvelle Seat Leon 3 portes. Le Conseil général de la Moselle présente l'exposition 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre au parc archéologique européen de Bliesbruck-Rheinheim. Visitez le nouveau parcours exposition du parc et redécouvrez la culture et le mode de vie de nos ancêtres celtes, gallo-romains et mérovingiens. Plus de 500 objets installés sur tout le parc présentent l'évolution de cette micro-région depuis 2500 ans. 2500 ans d'histoire commune en Moselle et en Sarre, parc archéologique de Bliesbruck-Rheinheim du 1er juin au 15 novembre. Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Fin de la pub, voici la suite de nos programmes. Je vous parlais tout à l'heure de la fête du Gute-Brunne. Ce week-end aura aussi lieu la fête du village à Lixin. Elle commence samedi à 17h30 avec le lancement officiel, puis une soirée dansante et se poursuit dimanche à partir d'11h avec des jeux et des animations et bien sûr de la restauration tout au long du week-end. Jetons maintenant un œil au titre à la une du Républicain Lorrain. Et voici la une du quotidien local. En page nationale, le RL pose la question « Tapi devra-t-il rembourser ?» L'homme d'affaires parle d'annuler lui-même l'arbitrage qui lui a accordé 403 millions s'il y a entourloupe. Bluff ou rideau de fumée, le dossier pénal avance. En page régionale, émotion pour Josette Morel. 97 ans après, elle retrouve la trace de son grand-père. Jean Perlongue est l'un des poilus dont les restes ont été retrouvés en Meuse la semaine dernière. Enfin, en page locale, des coups de pédale pour défendre le rail. C'était l'action menée hier par ceux qui se mobilisent pour tenter de sauver la ligne ferroviaire Sarreguemines Beach. C'est l'un des sujets développés tout de suite dans le JT de Mosaïque. Vous êtes face à l'actualité.
Les défenseurs de la ligne ferroviaire entre Sarreguemines et Bitche ont mouillé le maillot. Certains d'entre eux sont montés sur un vélo-rail pour rejoindre la gare de Petit-Réderchin en partant soit de Bitche, soit de Sarreguemines-Est. Hier, Jean Birkel a suivi un équipage depuis un premier point de relais à la gare de Wolflin-les-Sarreguemines. De quoi réveiller le fantôme de la gare. 20 ans au moins que les lieux n'avaient plus connu une telle animation. Encore moins depuis la fermeture de la ligne Sarreguemines-Bitche en fin d'année 2011. Une ligne que tente de ranimer le collectif d'élus nationaux, régionaux, locaux, les militants de la majorité comme de l'opposition, les syndicalistes, les cheminots et dans une certaine mesure la population locale. Pour faire entendre leur message, l'idée est cette fois de s'approprier la voie ferrée. Une manifestation comme celle-là, vous imaginez bien que la direction SNCF et RFF a freiné des cas de fer pour pas qu'elle se fasse. On a eu même des mises en demeure vis-à-vis des cheminots. Mais pour nous, la sécurité a été assurée. 48 cheminots, en plus des groupes de gendarmerie, ont assuré la sécurité tout au long de la voie et notamment au passage à niveau. Le but étant d'assurer la traversée des vélorails prêtée par une association de vigie en Moselle. Une initiative qui ne manque pas de convivialité puisqu'elle s'accompagne d'animations tout au long du parcours. C'est bien, c'est fameux parce que moi j'étais à la première manifestation à Sarreguemines. Il y avait très peu de monde, là il y a au moins la moitié en plus. Je pense que c'est bien parce que les gens se sentent concernés, apparemment par le maintien de la ligne de Sarreguemines-Bitche. On est vraiment satisfait. On est évidemment dans la continuité, comme vous dites, mais parce que ça n'arrête pas, ce n'est pas un aboutissement. Donc on met la pression de bout en bout. Et je rappelle que hier, vendredi soir plutôt, eh bien, nous avons accueilli en gare de Bitche un train de marchandises, de militaires, de wagons transportant des chars pour l'armée, ce qui est l'illustration parfaite que cette ligne, elle a encore de l'avenir, puisqu'elle sert aux militaires notamment. Ce qu'il faut, c'est la réhabiliter pour le trafic voyageurs. Pourvu que le cadencement soit à la hauteur des attentes, autant que le confort des wagons et la durée du trajet acceptable, cette ligne aura de l'avenir, déclare le collectif. Lorsqu'on atteindra des vitesses correctes, là les gens reviendront et puis ensuite une politique tarifaire aussi qu'il faut mettre en place et je vous garantis que les visiteurs reviendront. D'ailleurs ça se vérifie sur d'autres lignes en France. Le public scolaire qui va en cours à Sarreguemines, mais aussi les salariés des entreprises ou de l'hôpital Robert Pax et qui résident dans le pays de Bitche auraient tout intérêt à bénéficier d'un tel service, explique-t-on. Des arguments en faveur de l'économie ou du tourisme qui ont été rappelés au ministre chargé des Transports et à la commission parlementaire numéro 21, baptisée Mobilité. Pour faire pression, le collectif sollicite également les habitants à signer une pétition qui se trouve dans les mairies et les commerces. Mobilisation massive et mouvement d'une toute autre ampleur. Depuis vendredi, les manifestations se succèdent de manière quasiment ininterrompue, jour et nuit, en Turquie. Tout a démarré autour d'un projet d'aménagement urbain à Istanbul, la suppression du parc Gezi pour construire un centre commercial à 2 pas de la place de Taksim, lieu historique de manifestation. Le mouvement a été violemment réprimé par la police à grand renfort de gaz lacrymogène et de canons à eau. Face à cette répression, qui fait suite aussi à une série de lois qu'il juge liberticides, le mot d'ordre des manifestants a évolué de sauver le parc Gezi à istifa, démission. Ils réclament la démission du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan et de son gouvernement islamo-conservateur. La mobilisation a pris une ampleur inattendue et s'est étendue à d'autres villes du pays, notamment Ankara et Izmir. Des rassemblements de soutien ont aussi eu lieu dans de nombreux pays, notamment en France, à Paris et à Strasbourg. Les informations ayant été aussitôt relayées par les réseaux sociaux puis par les médias européens, mais pas par les médias turcs, grands absents des manifestations. Pur hasard du calendrier, la communauté turque de Sarreguemines célébrait ce week-end sa kermesse annuelle. Reportage. Changement radical d'ambiance. Ici, le ton est bon enfant. La kermesse se déroule comme tous les ans, avec les stands de spécialités turques et les jeux pour les enfants et pour les plus grands. Les festivités ont lieu autour du bâtiment comprenant le lieu de culte construit par la communauté turque, impasse Nicolas Rohr. Ici, pas de démonstration pro ou anti-manifestants, aucune discussion politique, et les questions sur le sujet sont visiblement malvenues. Mais pour nous, il ne se passe rien de spécial, d'anormal à Istanbul.
Donc on n'a pas à manifester, quoi. Nous, on est en train de fêter notre kermesse ici à Sarreguemines. On n'est pas trop au courant de ce qui se passe à Istanbul, à vrai dire. En fait, on dramatise. Hein. Ici, quand on veut faire, par exemple, une construction, M. Kini nous dit ce qu'il y a à faire. Là-bas, le gouvernement a décidé de faire un projet, et donc il réalise le projet. Il n'y a rien de dramatique. Certains sont en train de râler parce qu'il y a 4 arbres d'arrachés, mais en contrepartie, ils en plantent une centaine. Donc, à vrai dire, il n'y a rien de spécial, quoi, hein. Il faut dire que l'AKP, le parti islamo-conservateur au pouvoir en Turquie depuis 2002, a été réélu en 2007, puis en 2012 avec 50% des voix. Après la politique, passons à l'économie. Les chiffres du chômage ne sont encore une fois pas bons. En Lorraine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C à Pôle emploi s'établit à 173 980 fin avril 2013. Ce nombre est en hausse de 1,7% par rapport au mois précédent. Sur un an, il croît de 11,8%. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A, B et C augmente d'1,2% par rapport au mois précédent et de 10,8% en un an. À Sarreguemines, Pôle emploi a lancé une opération job dating pour accroître les chances de travailler. Quelques 80 demandeurs d'emploi et une dizaine d'employeurs ont pu ainsi se rencontrer en vue d'éventuelles collaborations. Une trentaine d'offres étaient à pourvoir dans les secteurs de l'industrie et du bâtiment. Reportage de Guillaume Dumonteil. On a dit chauffeur poids lourd. Après, certains ont dit... Une heure d'entretien et peut-être à la clé la délivrance du travail. Des hommes de tous âges se sont rendus au Pôle emploi de Sarreguemines afin de rencontrer des recruteurs. Dans un même lieu et dans un laps de temps très court, ils avaient l'occasion de multiplier les entretiens et de déposer plusieurs CV. Nous avons convié une dizaine d'entreprises de travail temporaire du bassin d'emploi de Sarreguemines et de l'Allemagne proche, puisqu'elles ont des besoins en recrutement dans le domaine industriel et dans le domaine du bâtiment. Et le but est qu'elles puissent rencontrer un maximum de demandeurs d'emploi inscrits dans ces métiers-là pour les missionner prochainement dans des entreprises du secteur. Des missions intérimaires de longue durée étaient proposées. Il s'agissait d'offres de travail de plusieurs semaines. Les demandeurs d'emploi avaient été sélectionnés en fonction de leurs compétences dans les domaines de l'industrie ou du bâtiment. Pour l'ensemble du Pôle emploi de Sarreguemines, actuellement, nous avons à peu près 250 offres d'emploi. Donc qui tournent, et pour cette opération spécifique, une trentaine aujourd'hui. Donc des conducteurs poids lourds, des caristes, des techniciens de maintenance, des électriciens d'équipement, des tourneurs-fraiseurs, des tourneurs sur machine à commande numérique, des tourneurs traditionnels. Donc des métiers quand même bien spécifiques avec des compétences particulières. C'est pour ça que nous organisons ces opérations en ciblant vraiment le public, les demandeurs d'emploi, par rapport à leur code métier chez nous, par rapport à leur expérience. Pôle emploi organise 2 à 3 fois dans l'année ce genre d'opération job dating. Les entreprises ont ainsi la possibilité de rencontrer en direct un grand nombre de demandeurs d'emploi. Vous avez travaillé où dernièrement ? Les enfants du charbon, eux, ne manquent pas de travail. Le spectacle Gueule Noire Peuple Fier, qui se déroulera au mois d'août au parc Explore-Vindel à Petite-Rosselle, entre dans sa phase concrète avec le lancement des ateliers. Après l'atelier théâtre, place à l'atelier effets spéciaux, avec comme professeur le créateur des commandos percus en personne. Reportage de Jessica Petragallo. Quand Raymond Gabriel, créateur des commandos percus, rencontre les enfants du charbon, cela fait des étincelles. Le metteur en scène et sa troupe sillonnent depuis 17 ans les festivals du monde entier avec leur percussion et leur savoir-faire en matière de pyrotechnie. Spécialiste des arts de rue, Raymond Gabriel apporte aujourd'hui son expérience aux enfants du charbon. Objectif, créer plusieurs scènes mêlant mouvement et artifice qui feront partie du spectacle joué sur le parc Explore-Vindel à Petite-Rosselle au mois d'août prochain. C'est très symbolique aussi puisque, particulièrement ici, puisqu'on a extrait du charbon. Le charbon c'était aussi pour faire du feu et donc c'était pour partager l'énergie. Donc c'est vrai que à travers les ateliers que nous faisons, il y a une espèce de... on se rapproche du feu mais pour mieux le partager avec les autres.
autres. De toute façon, tout ce que nous faisons avec ces manipulations a pour but je crois, de s'insérer dans le spectacle pour montrer qu'on peut être inventif et créer des belles choses tout en ayant un caractère humain, puisque c'est pas des feux d'artifice abstraits qui vont illustrer ce spectacle, mais plutôt des actions humaines. C'est ça qui nous intéresse. Créer des artifices, apprendre à les manipuler, à se déplacer en toute sécurité, un vaste programme pour les 16 bénévoles de l'association, tous volontaires pour ce stage. Anne-Marie, l'une des 3 femmes participantes, en profite pour dompter sa peur du feu. Je suis quelqu'un qui est très peur, même des petites bougies magiques là, qu'on a à Noël et aux fêtes. Et là, franchement, je trouve ça juste génial de tenir et puis de participer à cet effet spécial là, quoi. Donc c'est super. Et ça brûle encore un peu là au fond. C'est magique. Un peu d'alcool, du fil de fer, une serpillière auront suffi à créer un moment magique. Avec l'aide de Raymond Gabriel, les apprentis artificiers fabriquent même leurs outils pyrotechniques. On voit que c'est d'abord un travail d'équipe. Donc c'est encore une fois, c'est l'ingéniosité collective qui va se mobiliser et qui va générer ça. Donc c'est pas tellement de faire brûler des choses extrêmement chères, extrêmement belles, mais plutôt de faire preuve d'inventivité. Installé dans le sud de la France avec sa compagnie, Raymond Gabriel reviendra les 22 et 23 juin en terre frémingeoise pour poursuivre son travail avec les bénévoles. Un retour aux sources pour ce natif de Forbach, fils de mineur, finalement lui aussi enfant du charbon. Passons au sport à présent. En football, la SF 93 a réussi le doublé gagnant. Après l'accession de l'équipe première en CFA2, l'équipe B a assuré hier sa montée en division d'honneur régionale. Les Sarregueminois ont gagné leur ticket en battant 2-1 l'équipe de Boulay. Et je vous propose maintenant de faire un tour de l'autre côté de la frontière, à Zangwendel, où s'est disputée la semaine dernière la 10e édition du Supermoto. Vous allez le voir sur ces images d'Anton Minaïev, la météo a fait des siennes, invitant la boue dans la course. Reportage. Asphalte détrempé et boue à profusion sur la piste. Les conditions météo ont marqué cette année le 10e anniversaire du Supermoto de Zangwendel. Une édition pour le moins mouillée qui a malgré tout permis de présenter aux fans sarrois des courses passionnantes. La piste étroite de Zangwendel séduit aussi bien les spectateurs que les coureurs. Plus de 200 pilotes étaient répartis dans les différentes catégories. Même si cette année, la pluie continue et le froid ont engendré un parcours sélectif. Les chutes sur l'asphalte glissant et dans la boue étaient légion pendant les qualifications. Après quelques tours, l'argile grasse était étalée sur tout le parcours et même le speaker de piste avait des difficultés à déchiffrer les numéros des candidats. Néanmoins, les fans fidèles ont résisté et ont pu observer un niveau élevé de compétition, même si les 2 héros locaux, Marcus Foltz de Dirmingen et Dirk Spagnol d'Urexwiller, n'ont pas réussi à se placer en haut du podium. Les écoliers de la Casque étaient eux sur le podium. Comme il est de coutume, les vainqueurs du cross des écoliers de la Casque ont reçu leur prix au château de l'Aglo. Cette course, organisée en partenariat avec l'ASSA, est dédiée aux filles et garçons de CM1 et de CM2. Elle valorise les participants aussi bien individuellement que par équipe. Cette année, les garçons du groupe scolaire de la Blise s'imposent par 2 fois. Chez les filles, c'est l'équipe de Neufgrange et le groupe scolaire des Vergers à Sarreguemines qui l'emportent. La communauté d'agglomération récompense également les plus beaux dossards. Le thème était cette fois le fantastique et c'est l'œuvre de Laure Tripsch de l'école de Rémolfin qui a été retenue pour le premier prix. Passons maintenant à un sport en vogue, mais que tout le monde ne connaît pas encore. La Zumba est une activité à la mode, les cours se multiplient comme des petits pains. Mais savez-vous vraiment ce qu'est ce sport ? Une Zumba Party était organisée à Sarralbe et c'était l'occasion d'en savoir plus sur cette activité et sur ses amateurs. Reportage de Thomas Drouin. Zumba par ici, Zumba par là, cette pratique alliant fitness et rythme latino connaît une véritable expansion dans nos campagnes. Une expansion commerciale puisque ce nom est avant tout une marque déposée dont l'utilisation est rigoureusement et strictement réglementée. En Alsace-Bossu, l'association de Capoeira Sanzala, basée à Sarre-Union, s'est emparée du phénomène et propose des cours à Sarralbe et Lorenzen. Le temps d'une soirée ouverte à tous, les amateurs de cette pratique ont pris possession du centre culturel François Mitterrand pour s'amuser au maximum, dixit les organisateurs. C'est sûr que c'est quand même bien cardio. C'est quand même bien cardio. C'est pas facile.
c'est pas facile. Mais on attire un large public parce que ça attire les enfants, ça attire les personnes un petit peu plus âgées. Voilà, on a des rythmes un petit peu différents qui peuvent laisser accessible à plus grand nombre de personnes, je pense. Le dress code est coloré, bleu, vert et jaune, les couleurs du Brésil, pays fétiche de l'association organisatrice. La marque Zumba est-elle originaire de Colombie? L'air est donc très sud-américain lors de la soirée. Sur scène, les instructeurs défilent, proposant leur chorégraphie que l'assistance tente de suivre. Tout cela dans une ambiance bonne enfant. Est-ce un véritable engouement sur le long terme ou un simple effet de mode? Seul le temps pourra dire ce qu'est exactement la Zumba. En attendant, ces aficionados profitent des rythmes latinos pour se déhancher et danser tout en effectuant de véritables exercices cardiovasculaires. Et sachez aussi que l'association ouvrira l'an prochain une section Batucada à Sarralbe, l'occasion pas si courante de vous mettre aux percussions brésiliennes. Renseignements et inscriptions au 06 75 24 14 53. L'actu continue juste après l'offre d'emploi du jour avec Une semaine en Lorraine, réalisée par les télévisions locales de la région. Chaque jour, un emploi sur Mosaïque. En partenariat avec le Pôle emploi de Sarreguemines, voici l'offre du jour. On recherche un mécanicien automobile, autonome et expérimenté pour un CDI à Forbach. Il s'agit d'un poste de 35 heures hebdomadaires. Le permis B est exigé, ainsi qu'une expérience de 3 ans. Réouverture du parc Walligator ou encore Nancy version Renaissance 2013, voici un tour d'horizon de l'actualité en Lorraine, présenté par Maud Niederkorn. Pour ouvrir ce magazine, parlons d'un rendez-vous que les enfants sont nombreux, c'est certain, à attendre. C'est la réouverture du parc Walligator en Moselle. Sauvé de justesse en mars dernier, le parc s'est embelli, les attractions ont été remises en état et des nouveautés attendent le public. L'équipe de mylorraine.fr s'est rendue sur place, le tester pour nous en avant-première. C'est parti. Au parc Walligator, on a décidé de changer tout, sauf effectivement le nom du parc. Donc la mascotte a changé, le logo du parc a changé et tout a changé ici au parc en termes de couleurs. On redonne une âme à ce parc, on redonne de la vie à ce parc. On a ni plus ni moins qu'investi l'équivalent d'une tonne de peinture. Donc vous avez pu le voir, les visiteurs, les Lorrains le verront à partir du 1er juin. Beaucoup de couleurs et beaucoup de nouveautés bien sûr. Alors Wally a désormais effectivement une famille, donc il a une sœur, il a un frère et il a aussi une maman. Donc ils sont tous les 4 hyper fun, flashy, un vert anis et un rose fuchsia aux couleurs du parc, aux couleurs de l'entrée du parc. En 2 mois, notre directrice générale nous a lancé le défi effectivement de reconstruire sur les bases de l'ancien parc un nouveau parc. De très gros travaux d'embellissement, de rénovation. L'idée étant de remettre en fonctionnement l'ensemble des attractions du parc. Je veux parler par exemple de la Dark Tower, mais aussi du Tangor, une attraction qui n'était malheureusement plus en fonctionnement. Toutes les attractions donc seront vraiment en fonctionnement à partir du 1er juin. We always going to the ocean side and the mountain top. We be living a good living. She wanna be a model and travel. Alors l'Anaconda a été revisité par une équipe technique venant des États-Unis. Les rails sont resserrés, il est à nouveau en état de fonctionnement. Alors bien sûr toujours avec des sensations, mais avec moins de vibrations. Le parc va être thématisé, donc on aura la zone Caraïbes, on va avoir la zone Cowboy,
shérif, saloon. On aura des zones qui auront chacune effectivement leur nom et les choses vont se faire dans le temps. Mais les visiteurs, à partir du 1er juin, vont déjà pouvoir découvrir petit à petit ces zones et imaginer ce qu'elles seront dans 1 an, puis dans 2 ans. De réinsertion professionnelle à présent dans une semaine en Lorraine avec l'AVSEA, l'association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et de l'adulte également, véritable bouée de sauvetage pour ceux qui tentent de se reconstruire. L'association accueille par exemple chaque jour une trentaine d'adolescents pour un atelier cuisine au restaurant d'application d'Épinal. L'équipe de Vosges Télévisions est allée d'ailleurs à la rencontre de ces jeunes à qui on donne une seconde chance. Un dessert presque prêt. Après plusieurs heures de travail, Brian pose la dernière décoration à sa Charlotte sous les yeux d'Arnaud, l'éducateur spécialisé chargé de cet atelier. Ces jeunes ne sont pas des apprentis cuisiniers, mais en activité de jour à l'AVSEA, une association pour la protection de l'enfance et de prévention à la délinquance. Tous les jours, ils sont accueillis dans ces ateliers, une alternative pour ces adolescents en difficulté familiale ou scolaire. Ils sont orientés soit par le juge des enfants, soit par l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Et puis on essaye de remobiliser, de leur définir un projet. C'est un accompagnement de jeunes en difficulté sociale et comportementale. Donc c'est leur faire prendre confiance en eux surtout pour qu'ils puissent s'immerger un jour prochain dans cette société qui les a momentanément mis de côté. Être au fourneau le temps de quelques mois pour se remobiliser. Un objectif de réinsertion dans la société qui passe par de l'accompagnement et surtout beaucoup d'écoute. Il y a des fois c'est pas évident parce que il arrive qu'il y a des jeunes qui ont des difficultés, je dirais familiales. Là il faut s'adapter. Là c'est à nous aussi de prendre beaucoup de temps pour les écouter le matin, quitte à laisser un peu l'atelier en stand-by pendant je dirais une demi-heure, 30 minutes et après à crescendo c'est reprendre vraiment très très vite. Ça demande vraiment de l'adaptation au quotidien. Côté restaurant, Lucas et Tatiana, tous deux aidés par l'association, comme des professionnels, ils vont assurer le service pour la vingtaine de clients ce midi. Une reconnaissance est aussi le point de départ d'un nouveau projet pour Tatiana. Ici depuis 4 mois, elle va bientôt quitter l'association pour retrouver le système scolaire. J'ai fait du service en salle pour servir les clients et puis parce que je vais en faire mon futur métier. Une porte qui s'est ouverte pour elle grâce à l'association. En tout, 31 jeunes sont suivis dans le département lors de ces activités à Épinal et Saint-Dié-des-Vosges. Allez, solidarité toujours avec ce bel exemple de mobilisation du public pour une jeune Alsacienne, Laetitia, atteinte de leucémie. Plusieurs centaines de donneurs volontaires de moelle osseuse se sont manifestés suite à l'appel de la famille de cette jeune malade. Face à l'afflux des donneurs, certains ont dû être redirigés vers d'autres centres de collecte, comme celui d'Ermingen, proche banlieue de Sarreguemines, où l'équipe de Mosaïque TV s'est rendue. Ils sont parfois venus de loin, touchés par l'appel de la famille Schumacher. Le registre de donneurs volontaires de moelle osseuse compte effectuer au maximum 200 prélèvements de salive, bien en deçà du nombre de personnes venues dans la salle polyvalente d'Ermingen. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions ce matin, qui m'ont dit écoutez, on ne savait pas, pour ci, pour ça. Il y a beaucoup qui ne savaient pas qu'on pouvait être donneur de moelle en étant vivant. Il y avait beaucoup qui croyaient que ça faisait partie des noms d'organes quand on décède dans un accident et on s'inscrit comme donneur d'organes. Mais ils sont tous bien informés ce matin, ces gens-là. Et ils sont là pour la bonne cause. J'ai 2 enfants, je me dis que ça pourrait être un des miens et j'aimerais bien que les gens se mobilisent pour mes enfants. Du coup, je fais la même chose pour les autres. Si le témoignage de la famille de Laetitia a convaincu chacun des postulants aux dons présents de se déplacer samedi matin, c'est bien l'inscription d'un maximum de donneurs potentiels qui est recherchée, car Laetitia n'est pas la seule à être en attente d'une greffe de ce type aux compatibilités génétiques rares. Ça donne un espoir pour tout le monde, pour tous les malades qui sont en attente de greffe. Peut-être il y aura peut-être 1 ou 2 personnes qui sera compatible avec un malade qui se trouve en ce moment à un hôpital, Sarreguemines, Strasbourg, Nancy, n'importe où. C'est une vraie, j'ai le cœur tout gros ce matin. Aujourd'hui, les personnes ne vont pas donner leur moelle. Ils donneraient leur moelle s'ils devaient être compatibles avec un patient en attente. On insiste beaucoup sur le fait qu'on ne va pas donner aujourd'hui
pour Laetitia. On donne une chance en s'inscrivant pour tous les patients en attente de greffe. Si une de ces personnes, et je le souhaite, devait être compatible avec un receveur, on va la recontacter pour organiser cette fois-ci un don de moelle osseuse. Don de moelle osseuse qui passera alors par un don de cellules souches. À savoir que pour l'année 2013, le registre alsacien souhaitait ajouter 600 donneurs. Et grâce à l'action menée de concert avec la famille Schumacher, cet objectif sera sans doute atteint. Il ne faudrait toutefois pas que cela décourage ceux qui auraient manqué cette demi-journée de test. Celui-ci est toujours possible et ce tout au long de l'année en contactant les centres de transfusion sanguine régionaux. Voilà, alors sachez que pour la petite histoire, eh bien, Laetitia, la jeune Laetitia a trouvé un donneur compatible, un donneur allemand. Il n'empêche que si vous souhaitez de votre côté faire un don également ou en savoir plus sur cet acte de don de moelle osseuse, eh bien, rendez-vous sur le www.dondemoelleosseuse.fr. C'est donc le site où vous trouverez toutes ces informations. Dans quelques instants, dans une semaine en Lorraine, nous prendrons la tangente direction Nancy. Nancy qui est à recouvert de sable, la place Carnot, pour accueillir une étape du championnat de France de horseball, mais aussi une nouvelle manifestation baptisée Place au cheval que mylorraine.fr nous fera découvrir. Et puis, pour clore cette émission, nous suivrons l'équipe de Mirabel TV qui, dans le cadre de l'événement Renaissance Nancy 2013, nous fera découvrir une expo, La Ville Révélée, qui retrace 5 siècles d'histoire au palais du gouvernement. Mais avant d'aborder ces sujets plus légers, nous souhaitions mettre en avant l'action de l'UDAF en Moselle, l'Union des associations familiales. Elle dispose de plusieurs équipes mobiles qui poursuivent leurs actions sur le terrain en faveur des personnes en situation de précarité. Et l'équipe de Mosaïque TV a suivi le quotidien de la maraude, l'équipe mobile de Sarreguemines, une main tendue qui permet parfois le retour à une vie normale. Regardez. Une main tendue aux personnes en situation précaire, c'est important. Une main tendue, mais sans contrainte. C'est justement une des missions des éducateurs de l'équipe mobile du CHRS de Sarreguemines. Un geste qui va parfois permettre un retour à une vie décente. Les réinsérer, oui, ça c'est le but ultime. Déjà, c'est d'arriver à créer un lien avec ces personnes, qu'elles puissent accepter la visite des travailleurs sociaux de l'équipe mobile. Et puis ensuite, c'est souvent d'entamer une démarche avec eux, une démarche souvent de régularisation de dossiers administratifs, dossiers RSA, dossiers de complémentaires maladie. Voilà, et puis en période de grand froid, comme on en a connu encore cet hiver, c'est d'aider à accepter l'idée d'aller vers un centre d'hébergement pour se mettre à l'abri et de là entamer effectivement un processus d'insertion. Depuis sa création, l'équipe mobile intervient sur un secteur rural et dans des villes de moyenne importance. La zone de couverture s'étend du pays de Bitche jusqu'à l'extrémité du bassin houiller est-mosellan. Une zone relativement vaste où la maraude a recensé entre novembre 2012 et mars 2013 pas moins de 68 personnes. En 206 interventions sur cette période, elle a mis à l'abri 25 personnes. C'est un soutien et ils nous demandent si ça va. Aujourd'hui, ils ont donné de la nourriture, ils ont ramené des chaussettes. C'est un gros, très très gros soutien. Des gens comme nous disons voir à la rue. On en a besoin. L'activité de l'équipe mobile est croissante d'année en année. Outre une promesse du gouvernement en faveur du maintien des dispositifs hivernaux, cette augmentation explique aussi pourquoi l'UDAF de la Moselle s'est vu octroyer des moyens supplémentaires. Pour la première fois, 2 des 3 postes de l'équipe mobile sont prolongés en période printanière et estivale. Un ou une assistante sociale se joindra à l'équipe durant la période hivernale, allant jusqu'en mars 2014. On met souvent en avant le travail de ces équipes de maraude pendant les périodes hivernales, où là c'est vraiment criant pour tous les citoyens qui sont eux chez eux au chaud et qui imaginent les conditions de vie ou de survie à l'extérieur. Mais il faut savoir que pour ce public qui vit dehors, la difficulté est tout aussi grande en dehors de l'hiver. Souvent d'ailleurs renforcée par des problèmes de santé liés à des addictions. Du 1er avril au 15 mai dernier, Sébastien et Élise ont déjà rencontré pas moins de 41 personnes en 70 interventions. Pour contacter ces éducateurs et leur signaler une personne isolée, notez ce numéro 06 78 95 46 33. Ils sont joignables tous les jours de la semaine.
Voilà, le 06 78 95 46 33 pour signaler donc, je vous le rappelle, une personne isolée et permettre également à cette équipe mobile qui joue les prolongations de remplir sa mission. Direction Nancy à présent, comme promis, avec un premier galop réussi pour la manifestation Place au Cheval qui se déroulait ces derniers jours sur la place Carnot. Depuis 7 ans maintenant, Nancy recouvre de sable sa place à la fin du mois de mai pour accueillir une étape du championnat de France de horseball. Et cette année, à l'occasion de l'événement Renaissance, les organisateurs ont eu l'idée de profiter de l'installation pour proposer une manifestation équestre à la fois ludique et pédagogique. C'est le sujet coup de cœur de la semaine, d'une semaine en Lorraine, proposé par mylorraine.fr. Nous organisons donc depuis 7 ans le championnat de horseball qui se tient toujours sur un week-end fin mai, début juin. Comme il y avait l'année Renaissance, l'idée a été de profiter du terrain pour proposer 2 journées liées à Renaissance et au-delà de la Renaissance, effectivement, à la réintroduction du cheval utilitaire en ville. On a vu le cheval, ou plus exactement on ne l'a plus vu, il est sorti des villes où on s'en est servi assez longtemps pour la poste, etc. Et aujourd'hui il revient et l'idée était de montrer comment certaines collectivités réintroduisent le cheval en s'en servant dans les parcs et jardins, ici sur l'agglomération, les Cuitrames de Maxéville. Les chevaux, c'est toujours beau à voir, il y a toujours énormément de choses à retirer, à ressentir, mais si on peut en plus expliquer, je crois que l'impression sera plus forte et que le public aimera plus le cheval et s'en souviendra mieux encore. C'est vrai que ça pourrait être compliqué de travailler en pleine ville comme ça avec les chevaux, si c'est des chevaux un petit peu stressés. Lui, en l'occurrence, j'ai pas de problème, c'est un guerrier dans l'âme, il a peur de rien, je pourrais me balader au milieu des camions, au milieu des voitures, je le gère complètement, j'ai confiance en lui, il a confiance en moi et du coup tout se passe bien. C'est mon premier cheval de spectacle, donc c'est le premier de ma troupe et c'est le cheval de ma vie. Ouais. Pour un numéro comme celui-là, il y a 6 ans de travail. Nos débuts ont été assez difficiles avec ce cheval parce que c'est un cheval vraiment plein d'énergie. Donc il y a eu de très grosses bases à travailler pour qu'il y ait une confiance réciproque qui s'installe entre nous. Mais c'est tous les jours. Je vais présenter après un numéro avec 2 petits poneys Shetland, 2 petits étalons de 5 ans. Un numéro burlesque pour le coup, donc qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait avec mon cheval, qui était un peu plus du dressage classique. Et ça va être un numéro de travail en liberté avec mes petits poneys qui s'appellent les ballerines. Mais après, je vous laisse la surprise de le découvrir. L'Académie gourmande des charcutiers, qui travaille avec la mission Renaissance, viendra distribuer 7000 petites mignardises charcutières et de façon à ce qu'on puisse proposer une espèce d'apéritif géant. La manifestation Place au Cheval qui se poursuit jusqu'au 2 juin du côté de Nancy, donc avec notamment le championnat de France de horseball qui vous attend place Carnot jusqu'à 18h. Allez, parlons d'architecture et d'urbanisme pour finir à travers cette exposition proposée dans le cadre de l'événement nancéen Renaissance Nancy 2013, une exposition intitulée La ville révélée à travers de nombreux plans, maquettes et films d'animation. L'exposition permet de mieux comprendre la ville et retrace près de 5 siècles d'histoire. Petite visite guidée tout de suite proposée par Mirabel TV. C'est l'un des plus précieux documents mis au goût du jour par les historiens, le tout premier plan de Nancy, établi en 1611 par Claude de la Ruelle. Cette gravure est le plus ancien plan représentant la ville, une cartographie unique qui servit à l'édification d'une ville nouvelle entièrement repensée et baptisée la ville neuve. On y voit sur sa gauche ici la ville vieille, la ville du Moyen-Âge, et au sud, justement, ce projet considérable qui a fait couler beaucoup d'encre.
XVIIe siècle, le projet est audacieux et ambitieux. Si l'importance, le rayonnement d'une ville dépend d'un homme, d'un esprit volontaire et visionnaire, alors Nancy doit tout à cet homme Charles III. Au XVIIe siècle, Charles III, alors duc de Lorraine, fait émerger de terre une ville nouvelle, moderne, la Villeneuve. Alors que la ville vieille, c'est une ville un peu spontanée, vernaculaire, qui se construit siècle après siècle. La Villeneuve, c'est un projet. C'est un projet pensé par le duc Charles III qui disait qu'il voulait faire une ville civilisée, heureuse, qui veut construire une capitale moderne, qu'il veut rendre la plus agréable à sa population. À côté de la vieille ville médiévale, de son organisation archaïque et désordonnée, c'est une ville parfaite, harmonieuse, basée sur le modèle de l'Antiquité qui va être édifiée. Des rues, des avenues, des places, la ville est entièrement repensée, réorganisée selon les besoins et déplacements. Un véritable projet d'urbanisme avant l'heure, le dessin d'une ville moderne qui fit de Nancy une capitale européenne. En quelques années, la ville voit sa superficie tripler et passe de 5 000 à 16 000 habitants. Nancy s'impose sur la scène européenne. Dès le XVIe siècle, on construit un projet d'urbanisme comme on le ferait aujourd'hui, en pensant au déplacement, en pensant à l'économie, en pensant à la vie administrative et culturelle. Une ville nouvelle, une capitale européenne, mais surtout une cité fortifiée. La ville enchâssée, enserrée entre le Saint-Empire romain germanique et le royaume de France a vu se multiplier les attaques. Le duc de Lorraine fait alors édifier d'impressionnantes fortifications autour de Nancy, dont il reste aujourd'hui quelques vestiges. Porte de la Crave, porte Saint-Nicolas, il faut aujourd'hui aux passants lever les yeux pour les apercevoir. Quand on est un visiteur, un voyageur de l'époque, on découvre une ville incroyablement fortifiée qui a plus de 5 km de périphérie, qui a des bastions jusqu'à 18 mètres de hauteur, qui font 3 hectares de surface et qui sont extrêmement soignés au plan de l'architecture. Nous sommes plus d'un siècle avant les célèbres fortifications de Vauban lorsque le duc de Lorraine dote la ville d'une enceinte fortifiée avec ce même esprit visionnaire. Avec cette enceinte, Charles III souhaite faire de Nancy une ville imprenable et fait donc appel aux nouvelles techniques de fortification. Les chambres de tir qui se trouvent à cet endroit et dont on voit qu'ils protègent parfaitement sans angle mort la ville pour les militaires qui sont chargés de sa défense. Et imaginons que l'on soit à l'intérieur de ces 3 fenêtres de tir. Voilà la perception que l'on a des fortifications qui protègent la ville. À partir de documents, cartes et objets d'époque, cette exposition restitue la ville telle qu'elle fut conçue au XVIIe siècle, exemple de modernité et d'urbanisme précoce en Europe. Clou de l'exposition, cette maquette qui retrace la moindre ruelle, la moindre maison au millimètre, telle qu'elle fut conçue dans les plans originaux de la ville. Nancy, sa vieille ville et sa ville neuve, donc, qui se racontent dans cette exposition La Ville Révélée, que vous pourrez admirer jusqu'au 31 août prochain au Palais du Gouvernement, c'est place de la Carrière à Nancy. Voilà, c'est ainsi que s'achève une semaine en Lorraine. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau tour de la Lorraine en images. D'ici là, prenez soin de vous. Merci à tous pour votre attention et votre fidélité. À très vite. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.